Nous voilà arrivés à la fin du séminaire, du webinaire, pardon. Donc sur les questions diverses et on va commencer par un point sur Calliope, puisque même si certains, débutent Calliope encore, d'autres arrivent, déjà aux 18 mois et donc Véronique va nous dire plein de choses sur les points de vigilance sur Calliope. À toi, Véro. Voilà, bonjour à tous. Donc, après des présentations plus fun sur Padlet, Geniali et compagnie, donc on revient à la dure réalité et donc un petit point sur les points de vigilance concernant Calliope. Donc, quasiment tous les CESU, par le biais de leur hôpital, ont été certifiés Calliope. Et donc, vous savez qu'au bout de 18 mois, il y a ce qu'on appelle la visite de surveillance. Alors, ça n'avance pas. Donc, suite à la visite de certification, alors, premier point sur lequel il faut faire attention, c'est avez-vous eu des recommandations lors de la visite de certification? Soit des critères mineurs qui n'étaient pas validés mais n'ont pas eu d'impact sur votre certification, soit des recommandations quand le certificateur était présent, etc. Donc, première chose, c'est ces éléments-là. Vous êtes sûr qu'ils reviendront dessus à ce moment-là. Et l'autre point, la plupart d'entre vous, comme vous faites partie d'un établissement de santé, sont ce qu'on appelle en multisite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet élément, c'est-à-dire qu'un seul numéro de SIRET dit un seul numéro d'organisme de formation, dit une seule certification Calliope. Et dans ce cas-là, plusieurs d'entre vous sont ce qu'on appelle en multisite, entre le CESU qui fait de la formation continue, entre les instituts de formation, entre peut-être l'établissement, le service de formation continue qui fait également de la formation continue en dehors des actions de l'urgence. Donc tout ça, ce sont des multisites. Et lors de la visite de certification, il y a une partie qui concerne le pilotage général et après des sites spécifiques qui sont auditionnés. Nous, par exemple, sur Strasbourg, vu le nombre de sites, tous les sites n'ont pas été auditionnés lors de la visite de certification, ce qui fait que les autres vont être auditionnés absolument lors de la visite de surveillance. Donc ça, il faut vous préparer. Donc si le CESU n'a pas été auditionné en tant que tel, vous êtes sûr que le CESU sera auditionné lors de la visite de surveillance. Ensuite, au niveau des points de vigilance, la première chose, c'est est-ce qu'il y a eu des changements dans votre organisation? Des changements en termes de ressources humaines, d'actions de formation, de publications ou sites internet, de modalités de communication. Donc, tous les changements doivent être spécifiés parce que c'est là-dessus aussi que le certificateur va vous questionner. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés en termes de formation, par exemple, ou en termes d'organisation? Voilà, toutes les nouveautés, ben là, certainement, plusieurs d'entre vous ont des nouvelles actions de formation avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui entre la FAE des ambulanciers, la FAE ambulancier SMUR qui va démarrer, des tutorats, etc. Donc, toutes les nouveautés en termes de formation. Mais également, on a dit que multisite, qui dit multisite veut dire fonction centrale. La fonction centrale, là, vraiment, on va vous poser des questions, c'est-à-dire que fait la fonction centrale et comment les informations remontent à la fonction centrale. Donc, en général, ce n'est pas le CESU qui est la fonction centrale. La dernière fois, je vous avais dit que c'est celui qui fait la déclaration du bilan pédagogique et financier qui est la fonction centrale. Donc, soit le service de formation continue, soit la direction de la qualité. Je ne sais pas comment fonctionne dans vos différents établissements, mais la fonction centrale doit avoir un pilotage. Le pilotage ne veut pas dire les mêmes outils pour tous les sites, mais le même processus qualité. Et donc, du coup, comment la fonction centrale pilote la qualité et comment les informations remontent du CESU vers la fonction centrale. Comment la fonction centrale peut valider que ce qui est fait dans les différents sites est conforme au pilotage de la qualité. Ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels ils vont revenir. Autre élément, c'est
quel est votre plan d'action depuis 18 mois? Quels sont les éléments de preuve? Donc, comment vous avez fait vivre votre processus qualité, donc votre tableau qui référence les plans d'action, mais également quelle est votre veille réglementaire, technologique et pédagogique. Ça aussi, c'est quelque chose, ils vont absolument revenir dessus. Et là, on a vu un bel élément entre ce webinaire, les présentations donc sur la veille pédagogique et technologique, Padlet, Geniali, etc., la veille réglementaire, la formation des ADE, les infos du webinaire, mais surtout, vous allez pouvoir tracer que vous avez participé à ce webinaire, que vous avez découvert des nouveaux outils, mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui est demandé, c'est par rapport à la présentation de Padlet, quelles décisions vous en prenez? Est-ce que vous décidez de le tester, de l'utiliser, etc. Et donc, quelles actions vont en découler? C'est vraiment ça qu'il va falloir tracer dans vos tableaux de plan d'action. Voilà, c'est les éléments principaux sur lesquels je voulais vous rendre attentifs concernant les points de vigilance par rapport à cette visite de conseil de surveillance. Voilà, donc si vous avez des questions. No question. Peut-être certains CESU ont déjà eu leur visite de suivi. S'ils peuvent nous faire un petit retour, ce serait pas mal. Céline, juste pour information, à Bordeaux, on n'a pas encore eu notre visite de sécurité, mais on nous a déjà préparé en nous disant qu'un point régulièrement soulevé par les audits de sécurité était la mauvaise utilisation du logo Calliope. Il y a une vraie charte imposée par la certification Calliope sur l'utilisation du logo dans nos documents et il est extrêmement important de s'y veiller parce que ça peut être un point de non-conformité sur les audits de sécurité. Oui, je confirme effectivement l'utilisation du logo, il y a énormément de recommandations. Entre autres, le fait qu'il doit être toujours associé aux actions pour lesquelles on est validé Calliope. C'est ça. OK. Alors, une question qui arrive. Pour avoir fait cette visite, il y a plusieurs mois, attention au logo. Ben oui, c'est ce que... Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Oui, le logo peut être utilisé dans une signature, peut être utilisé sur un site Internet, mais il ne peut pas être attaché à une action de formation, à une action spécifique ou à une convention d'une formation. C'est l'organisme qui est certifié, ce n'est pas l'action. Donc ça, c'est la principale erreur qui est faite. C'est-à-dire que sur une fiche programme de formation, on ne peut pas utiliser le logo? Il faut spécifier que c'est l'organisme, il faut le rattacher à l'organisme. Si vous avez écrit organisme de formation certifié Calliope pour action de formation, ça va. Par contre, si le logo est à côté de l'intitulé du programme, ce n'est pas bon. Parce que ça prête à confusion, c'est-à-dire qu'on croit que c'est l'action de formation qui est certifiée Calliope. Ok, ouais, c'est ce que dit Eric, du coup, par rapport à l'utilisation du logo sur les fiches formation. Alors, je regarde, non, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose du coup de poursuivre sur les questions diverses et de dire un petit mot sur la révision de la note de cadrage sur les formations en situation sanitaire exceptionnelle. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, hein, c'est toujours en cours, hein, c'est pas oublié, hein, loin de là. Donc, c'est un travail collaboratif avec le ministère, l'ANSESU, les zones de défense, les ESR, donc tous les gens qui sont impliqués dans ces formations. On en est à la 16e version et donc on espère que ce soit la dernière et qu'elle puisse enfin sortir. L'idée, en tout cas, dans les grandes idées qu'on peut en retenir, c'est qu'elle intègre la formation des professionnels de ville ou elle intègre les professionnels de ville à la formation. Que sur les AFGSU spécialisés, on soit donc dans la collaboration entre les CESU et les experts des situations enseignées,
Hein, par exemple, les experts infectiologues ou des services d'hygiène hospitalière pour les formations pour les AFGSU spécialisés 10 et 11 sur le REP, par exemple. Et puis, donc, pour les formateurs, les formations de formateurs GSU, SSE ou de référents SSE, l'idée est que ces formations soient faites par les établissements de santé de référence régionaux qui sont désormais, qui existent désormais, avec l'appui des réseaux zonaux de CESU si besoin. Voilà un petit peu, on ne peut pas tout vous dévoiler, mais voilà les grandes idées qui se dégagent de cette note de cadrage révisée. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Peut-être Julien, si tu as des choses à ajouter, parce qu'on a travaillé pas mal ensemble sur cette question-là. Non, je crois que les grandes lignes, c'est ça. Je crois que c'est important que cette note de cadrage elle puisse s'adapter aux nouvelles AFGSU spécialisées avec tous les modules, donc des parcours notamment pour les formateurs GSU-SSE. Les formateurs seront spécifiques à un ou plusieurs modules dans leur parcours de formation de formateurs, et donc on aura enfin une note de cadrage qui s'aligne sur le texte des nouvelles AFGSU-SSE. Je vois qu'il y a une question sur la prise en charge financière pour les professionnels libéraux. L'idée, c'est que les AFGSU spécialisés soient reconnus en DPC et du coup que ça facilite la prise en charge des professionnels libéraux via le DPC. Je me demande si la question, ce n'était pas pour toutes les formations, parce qu'elle est arrivée juste avant que tu parles. Si c'est pour toutes les formations, peut-être on en parle dans les questions diverses dans 5 minutes. D'accord. Je les note. Prise en charge, libéraux. Ok, on va enchaîner, puis vous pouvez continuer à poser vos questions. Hein. Un petit mot, on voulait vous... faut que j'arrive à enlever ça, parce que je n'y vois plus rien. On voulait vous parler des VAE et des AFGSU, puisqu'on a été très, très, très souvent sollicité avec un problème d'une demande de délivrance de l'attestation pour des personnels en VAE. C'est-à-dire que concrètement, les jurys pour valider une VAE, donc ça a souvent été demandé pour les VAE AES, les jurys pour valider les VAE exigent le diplôme AFGSU. En tout cas, c'est écrit aussi comme ça dans le texte. Sauf que l'attestation, ce fameux diplôme, ce fameux beau diplôme que vous donnez cartonné avec un beau numéro d'identification dont on va reparler dans 5 minutes, un nouveau numéro que pas tout le monde ne respecte, eh bien, ce papier il ne peut être délivré qu'à un professionnel de santé. Et donc, on ne peut pas délivrer ce diplôme avant que la personne soit validée et valider sa VAE. Donc, on s'est mis d'accord avec le ministère qui est en charge de toutes ces professions pour décider de la délivrance d'une attestation de réussite. Et comme, encore une fois, on essaye de faire à chaque fois pareil, quand on a de nombreuses questions et qu'on s'aperçoit que c'est un problème national, on essaye de faire quelque chose et de vous accompagner. Donc, on a fait un modèle d'attestation de réussite nationale qu'on validera à notre CA de fin mars et qu'on vous fera passer. Donc, l'idée, c'est que quand quelqu'un qui est en cours de VAE vient passer la FGSU chez vous, vous ne lui délivrez pas son diplôme à la fin de la formation, mais vous lui délivrez une attestation de réussite sur laquelle il est bien écrit. Donc, ça n'est pas qu'une attestation de présence, hein, j'insiste bien, c'est une attestation sur laquelle il est écrit que monsieur, madame a bien suivi les 21 heures de formation à la FGSU niveau 2 et répond à la totalité ou a réussi. On verra comment on vous écrit ça. En tout cas, on vous donnera ce modèle d'attestation. Et ça va suffire pour passer au jury. Et une fois qu'elle est validée, vous pourrez avoir, on pourra vous, enfin, l'apprenant, la personne pourra vous envoyer son attestation de réussite au jury de VAE et vous pourrez à ce moment-là lui donner le diplôme. Ça évite juste d'avoir des gens qui ne sont pas diplômés, puisqu'ils vont arrêter la VAE avant la fin, ou pour d'autres raisons, donc qui ne sont pas diplômés, qui se trimballent avec une AFGSU niveau 2. Donc voilà, c'était un problème qui a été plusieurs fois remonté, donc on s'en est saisi et on vous enverra fin mars un modèle d'attestation de réussite nationale que vous pourrez donc délivrer pour vos apprenants. Et on voulait terminer ce séminaire avec
des nouveaux partenariats. Alors, quand on dit partenariat, on a des partenariats logiques, entre guillemets, qui existent depuis très longtemps avec la SFMU, évidemment. Donc, on ne vous en parle pas parce qu'elle est, elle est de droit, entre guillemets. Elle existe depuis de très nombreuses années. Et puis, des sociétés avec lesquelles on s'est rapproché plus récemment, et notamment la Sofracim, puisque c'est une jeune société qui parle de simulation en santé, dont on fait et qu'on pratique dans les CESU depuis de très, très nombreuses années, bien avant les recommandations nationales. Et donc, on a trouvé logique de se rapprocher d'eux. Et on s'est réunis avec la Sofracim. Et donc, dans un premier temps, on a décidé de faire des sessions communes dans chacun de nos congrès. Et donc, l'ANCESU aura une place et va animer une session au congrès de la Sofracim du 1, 2 et 3 juin à Nice. Et quelqu'un de la Sofracim va venir animer une session, en tout cas une communication, dans le congrès qu'on organise à Rennes, dont on va vous parler dans quelques minutes, au mois de novembre. Donc ça, c'est la base de la collaboration. Mais elle va aller plus loin. Elle va aller plus loin sur des recommandations, elle va aller plus loin sur des sessions communes et sur des formations communes. On est en train d'écrire le texte de partenariat et bien entendu, on vous en fera part dès qu'il sera écrit. Et puis une autre société, alors je ne sais pas si Catherine est par là. Elle est par là. Elle est par là, et ben voilà. Une société qui existe depuis très très longtemps, qui est la Société française de médecine de catastrophe, naturelle de s'en rapprocher, et qui a un nouvel élan de vie depuis quelques mois, avec une société qui s'est complètement restructurée, et dont la présidente qu'on connaît bien à l'ANCESU est le docteur Catherine Bertrand. Et peut-être que Catherine, tu peux nous donner et nous dire quelques mots sur la nouvelle SFMC. Eh bien, certainement. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site, c'est sfmc.eu. Vous verrez une vidéo punchy qui vous raconte tout sur la SFMC. Mais au-delà de ça, puisque j'étais déjà Madame SSE au sein de l'ANCESU, évidemment, on va avoir des rapprochements. Donc, il y en a qui vont être immédiats que je vais vous soumettre au prochain conseil d'administration. On est sollicité évidemment comme expert SFMC dans des programmes, notamment le réseau Radio du Futur. Il va y avoir une formation très importante que j'essaie de mettre un peu dans l'escarcelle de l'ANCESU. Des formations aussi avec Santé publique France sur, par exemple, les moyens de transport de personnes infectées. Donc, on va en parler aussi à l'ANCESU dès qu'on aura des feux verts. Évidemment, on va faire une information réciproque, donc c'est assez facile entre nos deux sociétés maintenant, avec des invitations réciproques à nos principaux événements. Et puis, je voudrais vous rappeler qu'on a une revue et que dans cette revue, il y a une partie formation. On a 4 numéros quand même par année, donc ça veut dire que c'est des possibilités de publication qui sont assez immédiates et qu'il faudrait qu'on travaille sur cette partie formation de telle manière à ouvrir cette revue à un certain nombre de publications, parce qu'on a beaucoup de vidéos, beaucoup d'interactions, beaucoup de choses comme ça, mais de temps en temps, l'écrit, ça reste et ça peut être très utile. On a plein de projets aussi dont je vous prépare parce qu'évidemment, on les fera en grande complicité avec vous, avec grand plaisir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci Catherine. Et donc, des journées thématiques organisées régulièrement, une en janvier, et puis là, la prochaine, au mois d'avril, le 6 avril, sur les risques liés au mouvement de foule. Je te remercie de faire de la pub que j'ai oublié de faire. Évidemment, c'est un sujet qui est très important et qui est d'actualité à tout point de vue. Et donc, ce sont des sessions, Gaël peut en témoigner, parce qu'il nous avait fait le plaisir d'ailleurs de faire une présentation à la dernière. Ce sont des sessions où on a vraiment les experts, où on fait un tour complet de la problématique. Et évidemment, sur des rassemblements de foule, quand on pense qu'on va avoir des événements, le rugby, les Jeux olympiques ou autres, et qu'on est quand même impliqué dans ces problématiques, eh bien, je pense que ça va être une session effectivement très intéressante. Donc, vous allez trouver des renseignements sur nos sites respectifs. Merci Gaël de me l'avoir rappelé. J'allais me faire demander. Le 6 avril pour la prochaine.
Eh bien voilà, on est à l'heure, 11h50. Alors on va répondre, avant de laisser le mot de la fin à notre événement majeur de 2023 que sera le colloque à Rennes avec tout ce qui est déjà préparé. Et je peux déjà vous dire que il va falloir réserver ces 3 jours parce que ça va être juste exceptionnel. Quelques questions à laquelle on n'a pas répondu. La prise en charge des formations pour les libéraux. Donc, Céline nous avait répondu en passant via le DPC pour tout ce qui est annexe SSE de la FGSU. Vous avez fait passer les orientations spéciales, mais on peut vous les faire repasser si vous n'avez pas encore fait les démarches dans vos hôpitaux respectifs. Mais en tout cas, les annexes SSE sont éligibles au DPC, donc profitez-en, faites les déclarations et ça sera gage de réussite pour avoir du monde. Aude, qui est avec nous en bas, va acquiescer, mais on ne peut pas vivre si on n'a pas un peu d'argent pour pouvoir faire ce qu'on fait, c'est-à-dire se réunir, payer les trains, payer les hôtels. Et l'argent, on n'a pas beaucoup de sources de financement. Notre partenaire avec la MACSF, bien sûr, mais surtout vous. Et donc, les adhésions à l'ANSESU, eh ben, elles existent. N'hésitez pas à adhérer. On n'a pas assez d'adhésion à notre avis. Donc, on essaye de faire le maximum pour faire vivre cette association. On essaye de faire le maximum pour pouvoir vous faciliter la vie dans vos CESU, pour mettre du lien entre tout le monde. Donc, vraiment, adhérer. L'adhésion est peu coûteuse à 400, à 40 euros. Mais surtout, on a, à votre demande, remis en place, puisqu'elles existaient il y a de nombreuses années, puis supprimées, puis remis en place, des adhésions globales d'hôpitaux. Donc, n'hésitez pas à faire adhérer votre service, enfin vos hôpitaux à l'ANSESU. Et tout est expliqué sur le site internet de l'ANSESU. Et d'ailleurs, quand vous arrivez sur le site, c'est la même chose qu'on vous demande, adhérer. Donc, n'hésitez pas à adhérer et vraiment, ça nous aide. Et puis, Donc, excuse-moi, je complète juste pour les adhésions, pour pour les hôpitaux, il n'y a pas de souci, il y a une facture qui est faite et c'est fait par virement. Après, s'ils ont un souci, ils n'hésitent pas à contacter Eral via Oriane Bayard ou moi-même pour qu'on leur édite la facture parce qu'il y a des petits soucis de facturation sur le site PayPal. voilà, donc n'hésitez pas. Puis alors, le plus simple pour vous de contacter, c'est de systématiquement passer par l'adresse secrétariat en CESU et ensuite on dispatche et comme ça, vous n'avez qu'une adresse à vous rappeler. Gaëlle, juste pour compléter peut-être sur la question du coup sur le financement des libéraux, il y a une autre piste de financement, alors qui n'est pas du coup pas spécifique au SSE, hein, mais qui est le FIFPL quand même. Ils arrivent à se faire prendre en charge certaines formations. Alors pas toutes les professions, mais certaines professions, comme les dentistes par exemple, hein, arrivent à se faire prendre en charge des formations à FGSU via le FIFPL par exemple. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Dispensées par les CESU, on vient d'y répondre. Est-ce envisageable d'avoir des déclarations communes DPC pour les formations SSE dans la mesure où les programmes de formation sont communs? Une réflexion pourrait-elle engager entre l'ANSESU et l'ONDPC? Alors, c'est un sacré bazar quand même dans les DPC, etc. On peut engager une conversation et on peut engager quelque chose avec l'ONDPC. Ce qu'on avait commencé à faire au tout début, c'est très compliqué parce que leurs commissions paritaires sont très indépendantes les unes des autres. Enfin voilà, c'est pas, c'est difficile, mais pourquoi pas relancer la chose, parce que vous avez raison, plutôt qu'on ait 103 CESU qui fassent la même démarche, on pourrait avoir quelque chose qui puisse être commun. C'est noté dans les petites choses et dans le CA du mois de la fin du mois de mars. Oui. Si je peux me permettre, même si on réfléchissait à un dépôt commun, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la trame, mais de toute façon, c'est chaque établissement, parce que chaque établissement est organisme de formation et organisme DPC qui devra déposer. On ne peut pas déposer et c'est les autres qui font et qui rentrent l'argent. Ce n'est pas possible, ça. Donc, de toute façon, chaque établissement devra déposer. Ensuite, une autre question. La protection civile me sollicite pour faire des AFGSU. Ils ont 2 formateurs GSU à jour. Ce type de partenariat est-il possible? Avec quelle modalité? Merci. Alors, une association de secourisme vous sollicite pour faire des gestes et soins d'urgence. Je reformule la question. Si cette association de secourisme embauche des formateurs qui sont des soignants, qui sont en poste
et qui sont à jour de leur fort GSU, vous pouvez faire un partenariat tel décrit dans le texte de loi qui régit les CESU, puisqu'on peut faire des partenariats avec des sociétés privées, mais encore faut-il bien que les soignants soient en poste, des infirmiers, des ambulanciers qui sont en poste dans des services tels décrits dans l'arrêté, service d'urgence, service de SAMUSMUR, service de soins intensifs, et qu'ils soient à jour de leur formation. Si c'est le cas, c'est possible. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible. Je vous rappelle que ce qui fait notre force, c'est d'enseigner ce qu'on pratique au quotidien. Et plus on défendra ça, plus on gardera la légitimité qu'on peut avoir auprès de la totalité de nos collègues. Donc voilà, pour le dire autrement, on ne peut pas faire enseigner à un secouriste des gestes et soins d'urgence. Mais si ce sont des soignants embauchés dans cette association, à jour, c'est possible. Dans quel test trouve-t-on le programme des recyclages à FGSU et de la quantité horaire du SSE, arrêté du 1er juillet 2019 ? Vous tapez arrêté 1er juillet 2019 AFGSU, SSE, et c'est celui-ci qui arrivera en premier. Vous l'avez sur notre site internet également dans la rubrique texte de loi. Et puis vous trouverez tout ce que vous voulez. Qu'en est-il du CPF et de la FGSU? Ça, c'est pour Madame Bronstein. Alors, CPF et FGSU, vous pouvez mettre une croix dessus, ce ne sera plus jamais le cas, puisqu'ils sont en train de... Ils ont vraiment resserré toutes les normes par rapport au CPF. Ça peut être qu'une formation qui soit du coup certifiante, ce qui n'est pas le cas de la FGSU. Donc, il n'y aura plus de possibilité de financement du CPF par la FGSU. D'ailleurs, il n'y a jamais eu, mais il n'y en aura pas, c'est sûr. Donc, voilà pour les questions qu'on a vues. Et donc, la dernière chose qu'on voulait dire, c'est sur les numérotations de la FGSU. On rappelle une énième fois qu'on a changé les numérotations au 1er janvier. On a quelques CESU qui respectent encore pas ces numérotations. Peut-être que, Julien, tu nous en dis un petit mot, notamment sur le fait d'écraser et les renouvellements qui écrasent les anciennes. L'idée était d'uniformiser les numéros d'attestation pour que le numéro ait un sens, qui rappelle bien l'année, le mois de délivrance, qui rappelle le lieu de délivrance et qui rappelle également à quel module de la FGSU entre de 1 à 12 il fait référence, et également pour bien éviter les doublons, qu'il y a une numérotation qui s'incrémente du 1er janvier au 31 décembre à l'intérieur d'un CESU. On n'inclut pas dans ces numéros le fait qu'il y ait une réactualisation ou non. Lorsqu'on réactualise un module, on incrémente ce numéro et donc il y a une forme d'écrasement d'une attestation initiale. Quelqu'un qui a suivi un FGSU de 3 jours il y a 3 ans et demi, lorsqu'il passe sa réactualisation, on lui délivre un nouveau numéro d'attestation qui correspond à l'annexe 2, donc à la FGSU 2. Ça permet d'avoir des numéros qui sont homogènes à l'intérieur d'un territoire, mais également à l'intérieur du territoire national, lorsqu'on a des mobilités de professionnels qui vont se réactualiser dans un autre département que son CESU de délivrance de l'attestation initiale. Ça permet à ce qu'on comprenne ce numéro et qu'il ne puisse ne pas y avoir de doublons. Donc, on oublie le numéro initial, on recrée un nouveau numéro à chaque réactualisation en faisant figurer donc les 2 derniers chiffres. Si c'est une réactualisation FGSU2, à la fin, vous voyez le /02. On perd la traçabilité, effectivement, l'historique de formation, de quand date la formation initiale, mais au moins on est certain d'avoir des numéros qui sont compris partout de la même manière dans tous les CESU. Peut-être un jour, on verra un outil de délivrance qui sera centralisé. Pour l'instant, c'est le premier pas vers une homogénéisation de nos numérotations. Et si on vous redit ça, c'est qu'on a, avec le bilan et avec les choses qu'on récupère, certains CESU qui délivrent plus que d'autres, voire beaucoup plus que d'autres, et qu'il faut vraiment qu'on s'y mette tous, y compris les CESU qui délivrent beaucoup plus que d'autres.